m'excuser, c'est pour des raisons familiales que je ne peux pas être là, mais ça aurait été avec grand plaisir que je vous aurais entendu. Alors je le ferai en différé via les enregistrements vidéo que l'Optique mettra à disposition. Je remercie Lionel Alvarez qui saura certainement répondre à vos questions ou à donner des précisions par rapport à cette contribution. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de colloque puisque je dois être un des derniers à contribuer et puis une bonne discussion aussi après cette intervention. Merci à toutes et tous et bonne écoute. Pour évoquer l'appropriation de la culture numérique en Suisse, je vais articuler mon propos autour de trois axes. Le premier s'insère dans une vision temporelle de cette question parce qu'il faut bien l'admettre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Le second sera plutôt institutionnel puisqu'il me permettra d'expliquer brièvement le système éducatif suisse et ses différents niveaux de responsabilité et de décision. Enfin, le troisième axe sera centré sur le récent plan d'études numériques dont je vais contextualiser l'implantation dans le canton de Fribourg en Suisse. Je terminerai par la formulation des défis qui apparaissent aujourd'hui et qui restent encore, à mon avis, à relever. Il en va pour le numérique un peu comme pour la Covid, c'est-à-dire sous forme de vagues. Je n'entre pas trop dans les détails, juste pour vous signaler les trois dernières qui me semblent assez intéressantes à mettre en perspective. La première se situe dans les années 80-90 où la question du numérique a été étroitement liée au développement de l'ordinateur. C'est l'époque de Papert qui a développé son langage Logo en partant du principe qu'il était important d'engager les élèves dans la programmation avec la fameuse petite tortue pour leur permettre de développer leur pensée logico-mathématique. On dirait aujourd'hui leur pensée algorithmique. En fait, on constate des résurgences de ces principes aujourd'hui avec l'avènement de l'informatique en tant que discipline dans l'école. La deuxième vague se situe en gros des années 2000 à 2015. On a là un développement fulgurant des outils, des PC personnels, de l'avènement de la couleur, du multimédia, des CD-ROM et bien sûr la popularisation énorme d'Internet et des grandes entreprises qu'on connaît très bien aujourd'hui sous l'acronyme des GAFAM. À l'époque, ce développement n'échappe pas aux politiques et le Conseil national suisse vote en 2001 une loi d'incitation pour le numérique et débloque à cette période plusieurs dizaines de millions en partenariat avec l'économie privée. C'est l'époque où l'on équipe les écoles et où on les connecte. Les cantons déploient des centres de compétences TIS et forment massivement les enseignants, avec plus ou moins d'efficacité. Enfin, la troisième vague que je ferai débuter en Suisse en 2016, date à laquelle un numéro spécial d'un hebdomadaire de Suisse romande produit un électrochoc auprès des autorités politiques. Ce numéro se fait l'écho de professeurs d'informatique des universités et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui déclarent que les élèves sont des analphabètes numériques. Au-delà de l'aspect anecdotique et médiatique, ces déclarations sont reprises par les politiques qui font le constat d'un déficit dans le domaine et questionnent les autorités scolaires, en particulier sur le plan d'études romans, qui ne montrent pas suffisamment à leurs yeux le développement des compétences numériques des élèves. À l'époque, il y a encore quelques confusions langagières entre compétences bureautiques, éducation média et à l'information, programmation dans les différents langages, etc. Cette troisième vague montre aussi clairement la volonté de documenter scientifiquement l'intégration pédagogique des technologies et le Fonds national de recherche scientifique met par exemple sur pied plusieurs programmes de recherche prioritaires liés au numérique. Enfin, on voit apparaître de nouveaux acteurs dans la formation au numérique, en particulier l'École polytechnique de Lausanne, qui propose de nouveaux outils, en particulier pour la robotique. C'est aussi l'occasion pour les institutions de formation des enseignants, comme les hautes écoles pédagogiques, de questionner leur cursus d'études et du lien nécessaire à intensifier entre recherche et formation. Si l'on s'attache maintenant aux aspects institutionnels de l'éducation suisse, il est important de tenir compte des différents niveaux liés au fédéralisme helvétique. Voilà donc une petite incursion dans le domaine du système éducatif suisse. Je vais commencer d'abord par le bas de la pyramide, c'est-à-dire par les pratiques réelles des enseignants. On voit bien ce que c'est. L'enseignant qui est dans sa classe, il utilise un tableau blanc interactif, il a quelques ordinateurs sur lesquels les élèves peuvent entraîner un vocabulaire, ou il utilise une tablette pour filmer ses élèves dans une leçon d'éducation physique. Cet enseignant n'est pas le seul et est très souvent impliqué avec ses collègues à l'échelle de l'établissement
qui dispose d'une certaine marge de manœuvre pour gérer des projets pédagogiques qui embrassent des thématiques souvent plus larges que les technologies numériques, mais on voit très souvent des thématiques comme la différenciation, le vivre ensemble ou encore le développement de l'autonomie des élèves. À ce niveau, il y a quand même des espaces d'action et de décision intéressants dont les enseignants se saisissent. C'est également à l'échelle de l'établissement qu'on trouve une partie du financement de l'école, puisque les communes et les consortiums de communes financent la moitié des salaires des enseignants, les infrastructures, les bâtiments, mais aussi, et c'est important, les équipements technologiques. Si l'on remonte d'un étage, on se retrouve cette fois-ci au niveau du canton et des directions de l'instruction publique. C'est un peu un ministère que dont chaque canton dispose. C'est à ce stade qu'il y a les injonctions les plus contraignantes pour les enseignants. En effet, les cantons ont une grande marge de manœuvre, en particulier en ce qui concerne l'école obligatoire, pour donner des directives, par exemple en matière d'évaluation, de moyens d'enseignement, ou en matière d'intégration du numérique, par exemple. C'est là que se discutent les stratégies cantonales, mais aussi la grille horaire des leçons qui seront données dans les classes. C'est aussi à l'échelle du canton que se fait la coordination entre les institutions de formation, par exemple les HEP, les centres de compétences en matière de technologie et les directions d'établissement ou les enseignants du terrain via les directions justement ou l'inspectorat. En dehors de l'autre moitié des salaires des enseignants, les cantons ne donnent pas de moyens particuliers pour équiper les classes de l'école obligatoire. Ils s'assurent juste que les préconisations qu'ils donnent soient réalistes et implémentables, en particulier par les communes. Par ailleurs, les cantons ont deux autres instances de coordination. Sur le plan linguistique, avec les conférences intercantonales. Il y en a 4, 3 conférences pour la partie germanophone et une conférence pour les cantons romans sous l'acronyme de CIIP, Conférence intercantonale de l'instruction publique, qui par le biais d'un concordat intercantonal s'assure d'une certaine coordination, en particulier au niveau du plan d'études et des moyens d'enseignement. Cette conférence n'a pas de levier vraiment contraignant, mais elle incite les différents partenaires à collaborer, à mutualiser leurs ressources et à partager leurs expériences et leurs recherches. Enfin, il existe encore une conférence suisse des directeurs de l'instruction publique, qui est trilingue, ou quadrilingue même, qui regroupe tous les ministres de l'éducation cantonale, les conseillers d'État de chaque canton, et qui est essentiellement centrée sur les grands axes stratégiques nationaux, comme la reconnaissance des diplômes, l'accréditation des filières de formation, par exemple. Sur le plan technologique, comment les choses se déclinent-elles à l'échelle du pays? Cette fois-ci, je vais partir dans le sens inverse, par le haut. Au niveau national, il y a d'abord la stratégie numérique suisse qui est définie au niveau du département fédéral, du ministère de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de la Communication. C'est le DETEC. Cela se décline en grandes intentions et en grandes déclarations, comme établir l'égalité des chances entre tous et renforcer la solidarité, garantir la sécurité, la confiance et la transparence, en particulier au niveau des données, renforcer l'autonomie et l'autodétermination numérique des personnes, réduire l'empreinte écologique, la consommation d'énergie, et enfin assurer la création de valeur, la croissance et la prospérité. Toujours associée au niveau de la Confédération, mais cette fois-ci dans le domaine éducatif, c'est la CDIP qui va jouer son rôle et qui regroupe tous les responsables cantonaux en matière d'éducation, comme je le disais tout à l'heure. À ce niveau-là, une stratégie numérique dans le domaine de l'éducation a été définie. Elle s'attache principalement à clarifier les questions liées à la gestion de données du système éducatif, à leur utilisation aux conditions requises pour garantir la sécurité, doter l'école et les responsables de bâtiments des compétences et des ressources nécessaires pour s'organiser dans le monde numérique, s'assurer que les élèves et les personnes en formation acquièrent les compétences nécessaires pour gérer l'avènement du numérique, maintenir les enseignants et les enseignantes au centre de l'enseignement et de l'apprentissage au sein des systèmes éducatifs, mais en renforçant l'usage du numérique, faire explorer par la recherche le potentiel offert par la numérisation dans l'éducation, instituer un dialogue avec les nouveaux acteurs, en particulier le secteur privé, et puis rendre les autorités de l'éducation et de la formation conscientes du potentiel offert par les technologies numériques. Si on s'intéresse maintenant au niveau inférieur, à un niveau plus bas, c'est-à-dire celui de la conférence intercantonale d'instruction publique, qui regroupe, comme vous le voyez sur la carte, tous les cantons de Suisse romande de la Suisse. En 2008, cette instance a proposé un plan d'action. Vous noterez qu'on est passé de la stratégie au plan d'action. Voilà les éléments que ce plan d'action met en évidence.
D'abord, un plan d'études qui regroupe trois axes, la science informatique, le développement de compétences des acteurs et l'éducation aux médias, j'y reviendrai. Les équipements qui doivent être des solutions mobiles, des écrans collectifs, connexion au débit sécurisée, la formation des enseignants, du professionnel de l'éducation, où la CIIP recommande d'investir le plus massivement dans ce secteur, la collaboration avec les hautes écoles, hein, collaboration durable et concentrée sur les hautes écoles et de l'instruction publique pour trouver des synergies, et la concertation et la veille technologique en matière de pédagogie, de l'intégration des technologies avec la création d'un organe de veille. Si on se focalise maintenant sur le plan d'études, la CIIB préconise trois piliers dans la formation et l'éducation au numérique. Le premier pilier traite de la science informatique comme une discipline scientifique qui aborde des concepts fondamentaux en lien avec le fonctionnement des machines. Cela inclut l'informatique et la programmation. Le deuxième pilier s'attache à l'usage des outils numériques au service des activités d'enseignement-apprentissage. Et il s'agit là de développer les usages des technologies dans tous les domaines scolaires, allant de l'utilisation d'un traitement de texte pour écrire à un navigateur web pour chercher de l'information, en passant par des outils spécifiques aux différentes disciplines scolaires. Et enfin, le troisième pilier, celui de l'éducation aux médias, qui consiste à sensibiliser les élèves à l'univers médiatique qui les entoure, mais aussi à les préparer à comprendre comment la société intègre les médias et gère ces nouveaux outils, et comment il leur est possible de développer un recul critique vis-à-vis de tout cela. La réflexion au niveau de la CIP s'inscrit également au niveau du plan d'études roman, le PER, hein, qui jusqu'à maintenant faisait apparaître la question des technologies de manière relativement transversale et complètement, disons, intégrée dans les disciplines. Les travaux commencés en 2018 ont permis de mettre plus d'emphase sur les questions numériques, en particulier autour des trois axes que je viens de décrire. Il y avait également un enjeu envers le plan d'études de la partie germanophone, le Lehrplan 21, pour qu'il n'y ait pas nécessairement correspondance en tout point entre ces deux plans d'études, mais qu'on puisse voir des parentés de finalités et d'objectifs à développer sur le plan du numérique pour tous les enfants de la Suisse. La CIP a donc intégré les dimensions médias, sciences informatiques et usage des technologies dans son plan d'études avec son volet PER, donc plan d'études roman, EDNUM pour éducation numérique, qui présenté sous la forme de cercle emboîté montre bien la volonté sous-jacente à ce plan d'études d'envisager le développement des compétences numériques en montrant cette interpénétration des différents aspects des trois axes précédemment décrits. Le tout visant évidemment le développement d'une culture et d'une citoyenneté numérique. Alors, la promotion nationale du plan d'action intercantonal et du PER-EDNUM soulève des questions et engage à relever des défis qui sont importants. Le premier que nous abordons ici est celui de la formation initiale des enseignants parce que ces derniers sont tous censés pouvoir développer ces compétences chez leurs élèves. Les institutions de formation des enseignants se sont appuyées sur des modèles existants pour définir des référentiels de compétences en matière de technologie. Ici, c'est en particulier le DISCOMP-EDU promu par l'Union européenne. Au niveau fribourgeois, ça traduit par le développement de compétences progressives, à commencer par la curiosité, l'ouverture des technologies, la maîtrise de leurs usages, pour aller jusqu'à l'analyse critique de leur implémentation et le développement d'aptitudes innovatives dans les dispositifs d'enseignement. Rappelons quand même pour mémoire que les institutions de formation des enseignants s'activent pour former ces futurs professionnels, mais à l'heure actuelle, elles ne disposent que de 4 crédits ECTS sur l'ensemble de la formation pour le faire. Pour voir de manière plus précise, c'était aussi un questionnement qu'on avait, le positionnement des étudiants, des futurs enseignants donc, face aux technologies, nous avons conduit ces dernières années une recherche longitudinale de 2017 à 2020. Sur le graphique, les points les plus foncés correspondent au début de la recherche, avec l'année 17-18, et les plus clairs correspondent aux données saisies récemment, c'est-à-dire en 2020. À première vue, on peut voir que nos étudiants sont plutôt curieux et se considèrent comme à l'aise avec les technologies. Ils se trouvent aussi relativement à jour sur leur fonctionnement, donc les étudiants sont plutôt a priori positifs envers les technologies. Les points roses nous montrent qu'ils sont plutôt rassurés en ne voyant pas dans les technologies des dangers particuliers pour les enfants, pour les élèves ou l'apprentissage. Et par ailleurs, ils estiment leur niveau de connaissance et de maîtrise des technologies, qu'on voit ici en vert, comme relativement moyen, c'est le milieu de l'échelle.
Si l'on s'attache de manière plus précise aux usages maintenant, on peut voir que ces derniers, l'usage de la messagerie instantanée, celui des présenteurs ou de la messagerie électronique, sont situés très haut sur l'échelle, ne posent aucun problème pour les étudiants. On notera que la visioconférence et l'usage de logiciels audio ont aussi nettement progressé, hein. Si vous regardez l'espace des petits points clairs par rapport aux points plus sombres, on fait l'hypothèse que c'est probablement lié au confinement qui a incité les futurs enseignants, les étudiants, à se mettre à jour avec des logiciels comme Teams ou Zoom pour suivre les visioconférences. L'usage des tableurs et des réseaux, par contre, reste encore très marginal pour notre échantillon. Cette recherche a également pu mettre en évidence d'autres résultats, en particulier à un niveau très moyen en termes d'intégration des technologies dans l'enseignement. Il y a une légère progression en 17 et 18, hein, on peut la voir, mais les résultats montrent encore que les futurs enseignants n'ont pas totalement intégré l'idée que les technologies numériques devraient être complètement intégrées au dispositif d'enseignement-apprentissage, en particulier quand on les conçoit. Ça devrait être, ce serait le cas si les points étaient placés à 4 ou 5 sur l'échelle, c'est-à-dire au niveau de routinisation. Un autre défi est bien sûr celui de la formation continue des enseignants. Dans le canton de Fribourg, une formation post-grade suivie par une vingtaine d'enseignants a été mise sur pied et a démarré il y a à peu près une année à la HEP. Ces derniers devront jouer le rôle de démultiplicateurs lorsqu'ils seront dans leur établissement, à la fois pour promouvoir de bonnes pratiques, mais aussi pour inciter leurs collègues à s'interroger sur le rôle et l'usage des technologies dans l'élaboration des séquences d'enseignement. Le modèle mis en place, hein, est hérité de celui qui avait déjà été promu dans les années 2000 en formant des personnes ressources, hein, disponibles sur le terrain pour travailler concrètement avec les enseignants dans leur contexte d'exercice professionnel. Ce dispositif de formation avait été favorablement évalué du reste, même si un des points faibles était le nombre restreint de personnes ressources en fonction des besoins des enseignants. Avec une vingtaine de participants aujourd'hui, on pourrait craindre à terme le même problème s'il n'y a pas plusieurs volets qui sont formés. Un autre défi que j'aimerais encore signaler se situe au niveau des moyens d'enseignement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus intercantonal pour l'un ou l'autre ouvrage et les différents cantons adoptent ou développent leurs propres moyens d'enseignement. Ce point est assez important parce qu'en absence d'ouvrage de référence, les enseignants se trouvent parfois et même assez souvent démunis pour faire acquérir les objectifs du plan d'études. Les moyens d'enseignement sont donc des puissants leviers qui devraient permettre aux enseignants de proposer des activités adéquates à leurs élèves pour leur faire acquérir les compétences attendues par le père Ednum. J'évoquerai encore ici quelques autres défis qui touchent les différents niveaux éducationnels dont j'ai parlé précédemment. Par exemple, la nécessité de faire de la place à l'éducation numérique dans la grille horaire. Pour le moment, cette place a été faite pour les degrés secondaires, mais en absence d'une case horaire dédiée, les enseignants, en particulier ceux du primaire, doivent intégrer cette composante dans les disciplines à certains moments donnés. Ce n'est pas toujours facile et surtout, ça n'est pas toujours le cas. Autre aspect, la question de l'expertise disciplinaire ou l'expertise de contenu, hein, en matière de technologie et de compétences techniques se pose également et nous nous questionnons sur l'opportunité de faire intervenir, par exemple, ponctuellement dans les classes, des spécialistes de l'éducation aux médias, par exemple, ou des spécialistes de la programmation ou de l'usage des robots. Ces interventions ponctuelle serait conduite donc par des spécialistes du domaine qui pourraient sans doute mieux que les enseignants se tenir à jour et au fait des derniers développements. Et puis enfin, un des défis qui reste toujours présent parce qu'il dépend de la puissance financière et la bonne volonté des communes, c'est les équipements. Ceux-ci peuvent être décidés par les communes qui vont débloquer ou non des crédits pour équiper les classes. Ça fait l'objet de priorisation et d'arbitrage qui sont très autorégènes et qui amènent à deux conséquences. La première, c'est qu'il y a des différences importantes entre les cercles scolaires. Et l'autre problème, c'est la difficulté de promouvoir des activités un peu standardisées, on pourrait dire comme ça, qui pourraient ne pas être mises en œuvre dans certaines écoles qui n'auraient pas les moyens de le faire. Je ne voudrais pas terminer avant de signaler des leviers qu'on pourrait encore actionner et sur lesquels ça vaut peut-être la peine de s'arrêter.
Il y a d'abord toutes les ressources pédagogiques numériques à disposition des enseignants. Il y en a pas mal, hein. Par exemple, les portails numériques. Sur Fribourg, on a un FreePortail qui regorge de ressources utiles pour les enseignants. Ou alors des plateformes qui ont été faites en partenariat avec des médias, par exemple, le média de service public, la radio-télévision suisse romande, met à disposition des contenus tout à fait adéquat pour l'utilisation en classe. Et puis il y a bien sûr les centres de ressources et les centres de compétences cantonaux avec qui il est important de collaborer. Et enfin, les institutions de formation des enseignants qui peuvent elles aussi apporter leur pierre à l'édifice, non seulement en formant les enseignants, mais aussi en mettant à disposition des espaces de démonstration, d'exploration, d'expérimentation, ou en conduisant des recherches dans ces domaines et en développant des outils ou des démarches. Enfin, pour terminer, j'aimerais encore noter que les technologies numériques restent un sujet brûlant, au niveau sociétal. Chacun se dit expert, chacun revendique des droits ou exige des mesures, mais face à ces controverses, il me semble nécessaire de chercher de plus en plus, en dépit de ces différents étages du système éducatif suisse, il faut de plus en plus chercher à mutualiser les pratiques de formation, le partage d'expériences, de façon à faire face à toutes les éventualités qui pourraient surgir, soit de promotion des technologies, soit au contraire des freins qui pourraient venir de la société civile. Grand merci de votre attention.